Alors, imagine un peu, tu te retrouves à l'étranger, prêt à vivre l'aventure de ta vie. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Là, c'est l'histoire de Lily, une nana qui pensait juste partir étudier tranquille, mais qui se retrouve dans un truc de dingue avec une coloc carrément flippante. Entre harcèlement, manipulation et peur constante, Lily va devoir se battre pour reprendre le contrôle de sa vie. Prépare-toi à une histoire qui va te scotcher, avec des rebondissements de fou. Bienvenue dans le monde de Lily, où rien n'est jamais ce qu'il semble être. D'ailleurs, son histoire, quand elle l'a partagée en plein de parties, étant donné que vraiment, l'histoire est assez longue. Et c'est pour ça que vous allez m'entendre dire partie 1, partie 2, partie 3, parce que c'est elle carrément qui a segmenté la vidéo. Moi, je l'ai laissé faire, c'est elle qui raconte. Il y a quelques années, Lily part vivre à l'étranger pour commencer un cursus de 2 ans. Quand elle arrive dans son appart, elle rencontre 3 de ses colocataires. Il y a Sam, un mec drôle et sarcastique, et puis il y a Bella et Poppy, 2 filles sympas, un peu dans le style sororité. Ils décident de sortir dîner ensemble et Lily propose d'inviter la 4e coloc, celle de la chambre 1C, juste à côté de la sienne. Sam la prévient direct, non, invite pas cette fille, elle est bizarre. Lily, elle commence à stresser, elle veut pas se retrouver avec un groupe de filles qui se crêpent le chignon dès le premier jour. Elle sourit et dit à Sam que la fille a sûrement fait une mauvaise première impression et qu'elle va l'inviter pour mieux la connaître. Sam grogne, mais bon Lily y va. Elle frappe à la porte de la chambre 1C et une petite fille aux longs cheveux bruns et au visage enfantin ouvre. Lily se présente et l'invite à dîner. La fille, Nelly, hoche la tête et accepte. Au resto, tout le monde est excité pour la nouvelle année scolaire. Lily décide de se lier d'amitié avec Nelly, surtout qu'elle partage la même salle de bain. Elle apprend que Nelly a le même âge qu'elle viennent du même état et qu'elles suivent le même programme. Lily commande un Jack and Coke et là, Nelly lui demande si elle boit vraiment de l'alcool. Lily la regarde un peu surprise et répond « Bah ouais, on a la vingtaine, c'est normal, non ?» Pendant le dîner, Nelly fixe toute son attention sur Lily. En apprenant à la connaître, Lily commence à se sentir un peu mal pour elle. Nelly est née au Sri Lanka, mais elle a immigré quand elle était petite, avec son accent et son petit sifflement quand elle parle. Lily se dit qu'elle a dû se faire embêter à l'école. Nelly est timide, elle dit n'avoir ni hobby ni ami. Lily se dit que comme elles sont dans le même programme, elle peut essayer de devenir sa pote. Elle lui propose de s'asseoir ensemble en cours et Nelly accepte avec joie. Lily est contente, elle se sent un peu mieux comme si elle faisait une bonne action. Les 2 premières semaines se passent plutôt bien. Lily s'habitue à son nouvel environnement, se fait des amis et s'entend bien avec ses colocs. Sam, Bella, Poppy et elle cuisinent et mangent souvent ensemble, discutent de leur journée. Avec Nelly, ça se passe bien aussi, même si elle est un peu maladroite socialement. Lily se fixe comme objectif de devenir sa pote et c'est facile vu qu'elles sont assises ensemble en cours tous les jours. Elles ouvrent même leur porte en même temps. Lily ouvre sa porte et Nelly ouvre la sienne pour lui demander où elle va. Un soir, Lily sort pour faire des courses et Nelly ouvre sa porte et demande à l'accompagner. Lily accepte et Nelly enfile vite ses sandales et son manteau rose fluo. Elle marche en silence, Lily devant, Nelly derrière. Lily trouve tout ce dont elle a besoin. Mais Nelly, quant à elle, n'achète rien. Quand elles sortent du magasin, les alarmes se déclenchent. Lily montre son reçu au gardien, qui fouille ses sacs et confirme que non, elle n'a rien volé. Lily pense pas trop à cet incident, mais quand ça arrive pour la 4e fois, toujours quand elle est avec Nelly, elle commence à se poser des questions. Les alarmes sonnent jamais quand elle est seule ou avec d'autres amis, seulement avec Nelly. Lily secoue la tête. Non, Nelly pourrait pas voler, elle est tout le temps avec elle, c'est une fille gentille et normale. Et Lily se sent presque coupable d'avoir eu ce genre de pensée. L'harmonie dans l'appart dure que 2 semaines. Un matin, Lily va dans la salle de bain et trouve les toilettes complètement bouchées. Il y a 2 ou 3 rouleaux de papier toilette sec et des fets qui débordent sur le sol et une énorme boule de cheveux posée directement sur le papier. Lily sait direct que c'est Nelly. Elle est la seule autre personne à avoir une clé de la salle de bain et la couleur des cheveux correspond. Lily essaye de comprendre pourquoi Nelly ferait ça. Peut-être qu'elle a bouché les toilettes et a essayé de cacher ça avec du papier, mais ça explique pas la boule de cheveux. Elle décide de pas insister et fait une demande d'entretien pour déboucher les toilettes. Quand elle rentre après les cours, les toilettes sont propres. Elle étudie pendant 2 heures, puis elle retourne aux toilettes. Et là, c'est encore pire. Les toilettes sont rebouchées avec du papier toilette,
des cheveux, tout le tralala. Là, Lily comprend que c'est plus une erreur. Ils ont plus de papier toilette et elle sait qu'elle doit dire quelque chose. Mais elle veut pas affronter Nelly directement. Alors, elle envoie un petit message passif. S'il y a un problème avec les toilettes, tu peux faire une demande de maintenance, tu sais? Bon, Nelly répond jamais à ses messages. Elle continue d'ouvrir sa porte en même temps que Lily. Elle traîne avec elle et elle s'assoit avec elle en cours. Pendant 2 mois, Lily doit constamment gérer les toilettes bouchées et les boules de cheveux. Elle envoie d'autres messages, mais ça change rien. Nelly bouche les toilettes, Lily fait une demande d'entretien et ça recommence. Après 12 toilettes bouchées, Lily en a marre et décide de confronter Nelly. Nelly, je sais que c'est toi qui bouches les toilettes. Arrête, sinon je te dénonce. Elle envoie le message en marchant vers les cours. Lily décide de plus s'asseoir avec Nelly. Elle a d'autres amis, Regan et Charlotte, avec qui elle préfère être. En voyant Nelly assise seule de l'autre côté de la salle, Lily se sent un peu mal. Elle se promet de rester amie avec elle, mais bon, c'est pas facile quand tu dois gérer des toilettes bouchées toutes les semaines. Une fois au restaurant, Lily essaye désespérément de trouver des sujets de conversation avec Nelly. Pour briser le silence gênant, elle lui demande quelle est sa série préférée. Et Nelly répond qu'elle adore regarder Sophia the First. Lily est perplexe. Sophia the First, c'est une émission Disney pour les tout petits, qui est sortie quand elles étaient déjà adolescentes. Pourquoi Nelly regarderait-elle ça à son âge? Bon, Nelly ne sait pas comment rebondir sur ça, alors elle change de sujet et demande à Nelly quel est son passe-temps préféré. Nelly glousse et répond « Je fais ça souvent. En fait, je t'écoute à travers les murs. Ils sont si fins que j'y mets à peine mon oreille. Je t'entends parler à tes parents tous les jours. » Là, Lily essaye de ne pas montrer son horreur, mais elle est clairement mal à l'aise. Elle est à la fois confuse et un peu flippée, oui. Nelly se met à rire et ajoute « Tu es comme une mère, mais je suis une tante et nous sommes sœurs ensemble. » Lily sourit maladroitement et hoche la tête, sans jamais vraiment savoir comment réagir. Dans une tentative désespérée de changer de sujet, Lily pose des questions sur son enfance au Sri Lanka. Nelly claque ses poings sur la table, faisant voler le riz de Lily hors de son assiette. Elle crie qu'elle n'est pas du Sri Lanka. Lily s'excuse, même si elle est presque sûre que Nelly lui avait dit le contraire. Nelly recommence à rire et dit « J'ai des projets pour nous ce soir. Nous irons au cimetière et nous nous promènerons. Tu auras peur, mais je m'amuserai avec toi. » Ses yeux sont grands ouverts et sa bouche semble s'étirer plus que d'habitude. Lily commence à vraiment avoir peur, mais elle veut pas être impolie. Alors elle dit qu'elle pourrait inviter les autres colocs à les accompagner. Nelly lâche sa fourchette et pose sa main sur celle de Lily. Elle insiste pour qu'elles y aillent seules. Lily retire sa main, essayant de cacher sa grimace. Et elle balbutie un « ouais, peut-être ». Assez hypocrite, certes. Nelly se penche lentement en arrière, roulant la tête d'un côté à l'autre et marmonne que ça va être amusant. Le reste du déjeuner se passe en silence. Quand elle rentre à l'appartement, Lily dit au revoir à Nelly et se réfugie dans sa chambre. Ce soir-là, elle n'appelle pas ses parents. Elle se couche tôt, espérant apaiser son anxiété et trouver un peu de repos. Lily est soulagée que les vacances approchent et que Nelly ne lui ait plus parlé de s'asseoir ensemble en cours. Son message semble avoir fonctionné. Nelly a arrêté de boucher les toilettes et elle reste amie. Mais un jour, en rentrant chez elle début décembre, Lily est frappée par une odeur écœurante de yaourt pourri qui émane de la chambre de Nelly. Elle ne veut pas affronter Nelly si tôt après leur dernier échange. Alors, elle évite le problème pendant 2 semaines. Elle finit par en parler quand toute la nourriture de l'appartement commence à pourrir presque immédiatement après avoir été achetée. Bella, Sam et Poppy se plaignent que l'entretien n'a pas trouvé la source du problème. Lily mentionne alors l'odeur horrible et l'infestation de mouches qui va avec. Les filles vont sentir le couloir devant la chambre de Nelly et reviennent 1 minute plus tard en toussant et en s'étouffant. Elle se demande ce qui peut bien causer cette puanteur quand Sam raconte qu'il a vu Nelly à 2 h du matin en train de sautiller dans les bois. Sam revenait du club et Nelly sautillait comme une poupée possédée, selon ses mots. Pendant qu'elle parle, Nelly entre dans la cuisine. Tout le monde se tait. Sam, sans détour, demande à Nelly ce qui sent si mauvais dans sa chambre. Nelly hausse simplement les épaules en silence agacé. Sam se lève, attrape le bras de Nelly et l'entraîne dans le couloir. Les autres les suivent, se couvrant le nez avec leurs manches. Nelly prétend ne rien sentir, mais ses yeux passent rapidement de l'un à l'autre comme si elle cherchait à lire leurs réactions. Sam lance un petit commentaire sarcastique et tout le monde retourne dans la cuisine, laissant Nelly derrière eux. Sam est un peu dur et une partie de Lily se sent mal pour Nelly. Mais au moins Noël approche et elle espère que ça lui apportera
un peu de répit. Lily passe 2 semaines chez une amie pour Noël. La famille de son amie est accueillante et elle ne regrette pas trop d'être loin de chez elle. Son amie, qui connaît Nelly, lui offre même des bougies parfumées pour Noël. Quand Lily rentre à l'appartement, elle se sent reposée et prête à affronter la nouvelle année. Les examens de janvier de Lily sont en ligne et plutôt faciles, donc elle est super relaxe. Sauf qu'un jour, Nelly lui envoie un SMS pour lui demander si elle veut tricher avec elle à l'examen final. Bon, Lily poliment refuse. Le lendemain, Lily fait sa lessive, va faire les courses et vers 14 h, elle prépare ses repas pour la semaine. Soudain, elle sursaute quand Lily lui demande d'aller au cinéma avec elle. Lily l'avait même pas entendu entrer dans la cuisine, mais elle est là, la tête baissée et les yeux levés vers elle. Lily décline poliment, mais Nelly insiste. Lily refuse encore une fois, essayant de garder son calme face à l'ambiance bizarre de Nelly. Bon, Nelly répond rien. Elle retourne dans sa chambre et finit par partir au cinéma toute seule. 1 heure plus tard, Lily va à la salle de bain et là c'est le drame. Dès qu'elle ouvre la porte, elle a un haut-le-cœur. L'odeur est infecte, mais la vue est encore pire. Les murs, le sol, la porte, le lavabo, les toilettes, tout est recouvert de sang et de merde. Oui, elle voit même des empreintes de mains bien distinctes. Lily ferme la porte direct, essayant de ne pas vomir. Elle est choquée que Nelly ait pu faire un truc pareil. Mais son choc se transforme vite en colère. Elle envoie un message à Nelly. « Ce que t'as fait est bizarre et dégoûtant. Tu dois nettoyer ça. Je vais te dénoncer. » Elle appuie sur « Envoyer ». Et là, Lily n'en a plus rien à faire d'être amie avec Nelly. Dégoûtée, Lily va dans la salle de douche à côté. Mais Nelly a aussitôt saccagé là-bas. Il y a du papier toilette coincé dans le drain de la douche et des boules de papier toilette collées sur les murs. Lily est furieuse mais elle peut rien faire avant lundi pour dénoncer Nelly. Alors elle décide de faire une sieste pour essayer de se calmer. 2 heures plus tard, Lily est réveillée par Nelly qui claque la porte d'entrée. Elle entend ses pas et bientôt elle voit les pieds de Nelly sous la fente de sa porte. Lily s'attend à ce qu'elle frappe, mais non. À la place, Nelly commence à gazouiller comme un oiseau en continu. Elle s'arrête brièvement puis commence à tourner la poignée de la porte de Lily en rythme avec ses gazouillis. Lily reste là, énervée, pendant que Nelly fait ça pendant 5 bonnes minutes. Et puis ça empire. Nelly commence à frapper rapidement à la porte et à appeler le téléphone de Lily. 7 fois, elle appelle, raccroche et rappelle, tout en continuant à frapper à la porte. Ensuite, Nelly commence à se jeter contre la porte. Encore et encore. Le choc fait trébucher Lily sur son lit. Et puis, aussi soudainement que ça a commencé, Nelly s'arrête. Ses pieds sont toujours visibles sous la porte, le téléphone de Lily sonne et elle le déverrouille lentement, horrifiée par le message de Nelly. Le cafard a crié. Pourquoi me faire ça? Parce qu'on peut pas être positif dans une situation négative? Le médecin arrache les pattes du cafard et il pleure. Le médecin n'a pas le choix. Le cafard doit être tué et sa famille enlevée. C'est toi, le drôle de cafard. En lisant ce message, Lily est terrifiée. Nelly recommence à frapper et à gazouiller. Lily a peur d'appeler la police parce qu'elle a un visa. Et si les flics la croient pas, elle risque de se faire expulser pour fausse déclaration. Elle envoie un message à Poppy et Bella qui ont tout entendu. Nelly reste plantée là pendant 1 heure, passant ses doigts sous la porte de temps en temps. Quand le petit ami de Bella arrive, sa présence fait fuir Nelly. Poppy, Bella et Lily se retrouvent et discutent de ce qui vient de se passer avant d'aller se coucher. Cette nuit-là, Lily dort à peine, trop traumatisée par ce qui vient de se passer. Lily se réveille le lendemain, complètement anxieuse à cause des événements de la nuit précédente. Elle essaye de se convaincre que c'est pas si grave, mais quand elle jette un œil dans la salle de bain, l'état dégueulasse lui rappelle que si, c'est vraiment grave. Charlotte et Regan sèchent les cours, donc Lily se retrouve seule en classe. Elle voit Nelly entrer dans la salle, contourner sa place habituelle et inspecter chaque rangée. Lily se tasse sur sa chaise, horrifiée à l'idée que Nelly la cherche. Avec les souvenirs de la nuit dernière encore frais dans son esprit, elle se fiche de peur que Nelly la trouve et se penche de manière robotique pour croiser son regard. Nelly s'assoit à côté d'elle avec un sourire sinistre, la bouche tordue. Lily reste immobile, trop effrayée pour bouger. Elle a peur que le moindre mouvement provoque une attaque de Nelly. Quand le cours se termine, Lily se lève d'un bond, préparant frénétiquement ses affaires. Nelly lui demande où elle va et Lily ment, disant qu'elle va au café. Elle veut pas que Nelly sache où elle est vraiment. Elle rentre chez elle pour déjeuner. Et alors qu'elle est dans la cuisine, la porte s'ouvre. « Tu n'étais pas au café ?» Les yeux de Nelly se dirigent vers Lily, puis vers un couteau sur la table. Lily s'excuse et dit à Nelly que ses plans ont changé. Son cœur s'emballe quand elle lui demande si elle a aimé le cours. Nelly répond pas. Elle la regarde juste, la tête penchée et la bouche ouverte. Lily repose la question, mais toujours rien. Elle fait face à Nelly, craignant qu'elle utilise le couteau contre elle. Nelly la fixe si intensément que ses veines saillent.
Puis, elle s'arrête. Et Lily reste là pendant 10 minutes avant de partir. Plus tard, elle va à la bibliothèque et se fige en voyant la veste rose de Nelly derrière elle. Elle se retourne et la voit la regarder avec des yeux vides. Nelly la suit dans la bibliothèque, monte jusqu'au 3e étage et s'assoit juste derrière elle. Avec la menace de Nelly encore fraîche dans son esprit, Lily change de place. Mais Nelly la suit. Elle essaye encore, mais Nelly continue de la suivre. Lily a peur d'être isolée avec elle, alors elle décide de partir. Elle traverse rapidement les étagères, essayant désespérément d'atteindre le hall. Mais Nelly suit son rythme. Lily est au bord de la crise cardiaque quand elle tombe sur son ange gardien, Sam. Nelly me suit. Sam regarde Nelly, qui s'est arrêtée à 1,50 m derrière Lily. Sam lui dit nonchalamment d'aller se faire foutre. Lily est surprise quand Nelly obéit. Après avoir discuté un peu avec Sam, le téléphone de Lily sonne. C'est Nelly qui l'invite au cimetière ce soir. Sam lui dit qu'elle ferait mieux de déménager et il a raison. Lily doit dénoncer Nelly et partir. C'est plus sûr pour elle de vivre ailleurs. Elle a besoin de s'éloigner. Lily se rend à l'appartement de Regan, la personne la plus proche d'une famille qu'elle est ici. Regan lui offre refuge pendant que Lily lui raconte les 48 dernières heures misérables de sa vie. Regan la rassure en lui disant qu'elle peut rester avec lui. Alors que Lily retient ses larmes, son téléphone sonne. Sam lui envoie un texto disant qu'il a besoin d'aide et qu'elle doit venir à l'appartement dès que possible. Lily hésite à y retourner, mais elle peut pas abandonner Sam. Elle prend ses affaires et dit à Regan qu'elle reviendra bientôt. Quand Lily arrive à son appartement, elle se sent un peu comme le prêtre dans L'Exorciste. Dès qu'elle franchit la porte, elle est accueillie par les visages bouleversés de ses 3 colocataires. Elle les suit dans l'appartement et ses yeux s'écarquillent quand Sam pousse la porte de la cuisine pour révéler un spectacle vraiment démoniaque. D'énormes quantités de liquide rouge et orange coagulé sont répandues sur le sol, menant sous la table où un petit oiseau gît, mort, les ailes déployées et la tête manquante. Lily se sent mal, les fenêtres ne s'ouvrent pas, donc l'oiseau n'est pas entré tout seul. Soit Nelly a trouvé cet oiseau et l'a amené dans la cuisine, soit elle l'a tué, décapité et l'a placé là. Aucune de ces options ne plaît à Lily. Elle assure à ses colocataires qu'elle va dénoncer Nelly cette nuit, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Lily parle au conseil de sécurité de l'école et les choses évoluent rapidement. Elle découvre que Nelly leur a menti sur son nom et son âge. Des fonctionnaires en combinaison de protection viennent nettoyer la cuisine et la chambre de Nelly. Le conseil demande à Lily de leur envoyer des photos d'elle tous les jours, au cas où Nelly la tuerait et qu'ils devraient l'identifier. Lily déménage rapidement et comme Nelly évite les autres filles, elle décide de rester. Lily refuse de faire expulser Nelly, se sentant mal pour elle et pensant que déménager arrêtera son obsession. Mais en vrai, elle se trompe lourdement. Lily est soulagée que ses nouvelles colocataires soient normales. Depuis 2 semaines, rien ne s'est passé avec Nelly. Mais Lily remarque une augmentation de demandes d'abonnés Facebook et Instagram venant de profils vides. Elle sait qui est derrière tout ça, mais elle évite d'y penser. Plus elle pense à Nelly, plus ses terreurs nocturnes s'aggravent. Un jour, alors qu'elle bloque un énième utilisateur, elle est assise avec Regan et Charlotte dans une salle de conférence presque vide. Charlotte lui donne un coup de coude, Nelly vient d'entrer. Elle contourne son siège habituel et se dirige vers Lily, ses yeux vides fixés sur elle. « Non, tu t'assois pas à côté de moi !» C'est ce que lance Lily, choquée par son propre courage. Nelly va s'asseoir 10 sièges plus loin, sans la lâcher du regard. Une petite victoire pour Lily. Après le cours, Lily rentre chez elle et va au magasin. Elle oublie de prendre un chariot et se retourne pour en chercher un. Là, elle tombe nez à nez avec Nelly. Le choc. Est-ce qu'elle l'a suivie depuis chez elle? Est-ce qu'elle sait où elle habite maintenant? Lily recule dans une autre allée, mais Nelly la suit. Lily accélère, change de rayon. Mais Nelly s'aligne sur son rythme. Puis elle se met à courir. Paniquée, Lily se précipite vers le bureau de sécurité. Nelly s'arrête là. La sécurité propose d'appeler la police, mais Lily refuse. Elle leur donne son email pour qu'ils lui envoient les images des caméras montrant Nelly qui la poursuit. Elle sait qu'elle doit signaler Nelly, mais elle décide d'attendre le lendemain à cause des cours. 2 heures plus tard, Lily attend Regan pour aller en classe. Elle aperçoit Nelly, de l'autre côté de la rue, qui l'observe fixement. Mais elle ne s'approche pas et se fond dans la foule. Regan arrive et tous les deux se dirigent ensemble vers la classe. En marchant, une pierre se coince dans la chaussure de Lily. Elle s'arrête pour la retirer, Regan se déplace pour regarder un panneau d'affichage et Lily relève la tête et continue à marcher. Mais soudain, Nelly bondit d'une ruelle et agrippe Regan par le cou. Lily est paralysée par la peur. Nelly lâche Regan qui attrape le bras de Lily et il commence à marcher vite. Nelly les suit, marchant à côté de Lily, la tête penchée avec un angle bizarre. Elle a un regard
inhumain. Regan, lui, murmure de courir. Il traverse la rue en courant et Nelly s'arrête, bloquée par la circulation. Essoufflé, il se dirige contre une clôture. Regan essaye de reprendre son souffle pendant que Lily lutte pour ne pas vomir. Après quelques minutes, il continue vers la classe en silence. Arrivé au bâtiment, il se dirige vers l'escalier. Mais Nelly est là, en bas. « Je veux pas qu'elle marche derrière moi !» c'est ce que dit Lily, la voix tremblante. Regan acquiesce et ils attendent qu'une foule passe pour suivre. Nelly monte l'escalier et tient la porte pour tout le monde. Elle fixe Lily jusqu'à ce que tout le monde soit passé, sauf Regan et Lily. Regan, calme, lui dit « Vas-y, passe en première ». Contre toute attente, Nelly obéit. En classe, Nelly essaye de s'asseoir derrière Lily, mais la place est réservée. Elle s'en va, Lily reste figée, terrifiée, tandis que Regan, assis à côté d'elle, se frotte le cou. Lily culpabilise d'avoir entraîné Regan dans cette histoire. Une chose est claire, Nelly doit partir, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Lily signale Nelly au conseil de sécurité des étudiants. Elle dépose un rapport détaillé listant tout ce que Nelly a fait. Les menaces, les appels, les excréments et le sang étalé, les douches bouchées, le harcèlement. Elle ajoute Regan, Bella, Poppy et Sam comme témoins et fournit des preuves photographiques. Une semaine plus tard, Lily rencontre le conseil de discipline. Il lui explique qu'ils ont examiné son rapport, rencontré Nelly et pris une décision. Il confirme que tout ce qu'elle a rapporté est vrai, mais estime que Nelly n'avait pas d'intention malveillante. Il décide donc d'imposer une interdiction de contact, mais pas d'expulsion. Lily est abasourdie. Elle demande ce que Nelly a dit pour se défendre, mais il refuse de lui répondre. Elle comprend que l'école ne prend pas la situation au sérieux. Dévastée, elle accepte l'ordonnance de non-communication. L'assistante sociale tente de lui faire signer un accord de non-divulgation pour qu'elle ne parle pas de ce que Nelly a fait ni de la façon dont l'école a géré l'affaire. Lily refuse. Le lendemain, elle reçoit un email confirmant que Nelly a accepté l'ordonnance. Mais Lily sait que ça ne changera rien. Nelly ne s'arrêtera jamais. La deuxième année de Lily est un enfer. Nelly continue de la traquer partout. Elle la suit d'un endroit à l'autre, s'assoit à côté d'elle en cours, se tient à côté d'elle dans les couloirs et la fixe tous les jours, sans relâche. C'est tellement flagrant que même des inconnus viennent prévenir Lily en disant « Fais attention à elle ». À chaque fois, Lily signale les incidents à l'université. Mais leur réponse est toujours la même. On va rappeler à Nelly qu'elle doit respecter l'ordre de non-communication. Rien de plus. Ils font jamais rien pour réellement protéger Lily ou l'aider à tourner la page. Entre-temps, Nelly a trouvé de nouvelles colocataires, mais même avec elle, elle recommence ses conneries. Elle finit par se faire expulser d'un appartement hors campus. Ces nouvelles colocataires qui au début semblaient proches d'elle changent complètement d'attitude. Elles s'éloignent d'elle, s'assoient loin d'elle en classe et leur visage affiche la peur. Elles ressemblent à Lily, elles ont l'air terrifiées. Tout ça, cette répétition constante des incidents, cette obligation de croiser Nelly tous les jours, empêche Lily d'aller de l'avant. Elle reste coincée dans un état de stress permanent, toujours sur le qui-vive. Toujours terrifiée parce que Nelly a déjà fait et ce qu'elle pourrait encore faire. Petit à petit, Lily devient une version brisée d'elle-même. Plus de joie, plus de motivation, juste de la fatigue et de la peur. Et puis, la colère arrive, une colère sourde qui ne la quitte plus. Lily rêve de vengeance. Elle bouillonne de rage en pensant à tout ce que Nelly lui a fait subir, à cette université qui a laissé passer tout ça sans infliger la moindre conséquence sérieuse. Elle veut que Nelly souffre, qu'elle ressente exactement la même terreur qu'elle a imposée à Lily. Mais en même temps, Lily se sent coupable. Elle se dit que si elle avait eu un peu plus de courage dès le début, peut-être qu'elle aurait pu se sauver de cette spirale infernale et même protéger d'autres victimes. Nelly l'avait sûrement ciblée dès leur première rencontre, mais Lily n'avait rien vu venir. Ce poids, cette culpabilité, c'est presque pire que tout le reste. Lily n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui rend Nelly aussi terrifiante. Ce mal qu'elle dégage, c'est quelque chose d'indescriptible, mais de palpable. Et même maintenant, des mois après, Lily en subit encore des conséquences. Des terreurs nocturnes, l'incapacité à se lier avec de nouvelles personnes, une méfiance constante. Elle n'ose plus être gentille avec des inconnus, de peur d'inviter à nouveau ce genre de drame dans sa vie. Le jour de la remise des diplômes, Lily a enfin un peu de répit. Quand elle feuillette le livre des diplômés, elle remarque que le nom de Nelly n'y est pas. Nelly n'a pas réussi à passer sa deuxième année. Lily ressent une satisfaction qu'elle n'ose pas totalement assumer. Elle se dit qu'elle est peut-être une mauvaise personne de se réjouir de l'échec de quelqu'un. Mais en vrai, elle se sent surtout soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, Lily a l'impression qu'elle va pouvoir passer à autre chose. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Ma foi, hyper long, colloque, insupportable, et puis des fois je comprends pas. Alors ça c'est peut-être parce que moi je suis pas aussi gentil, je suis pas aussi gentil de dire bon je verrai demain parce que elle a été méchante, mais bon on attend demain. La meuf
Elle a mis littéralement du caca partout. Oui, du caca partout. Tout le monde trouve ça normal. Enfin, il y a personne, ça choque personne. Je sais pas. L'université, n'en parlons pas. Elle a des preuves, la meuf, mais bon, bah, tout va bien, c'est pas très grave. Il y a un oiseau mort sous la table. Non, mais c'est pas grave. Elle est pas aussi malveillante. Je pense que voilà. L'université, des fois, les universités, mais tu te dis, mais s'il vous plaît, vous faites quelque chose. Après, ça rapporte, hein, apparemment, bah, ça rapporte des sous. Donc, ils veulent pas virer les gens. Bref, histoire de fou. On va passer à la prochaine. Et on se retrouve pour ce thread 2, mais avant, tu connais, il y a toujours l'intro. Oui, l'intro au bout de 20 minutes, oui, c'est un concept by Delcor, oui. Oui, puisque ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delcor, je mets le nom. Comme ça, bah, si jamais un jour tu veux regarder une de mes vidéos, bah, tu pourras le noter comme ça. Voilà, puis le plus simple, c'est tu t'abonnes. Voilà, on fait péter le compteur d'abonnés, s'il vous plaît. On se rapproche des 50 000, ce serait bien d'y arriver, j'avoue, sans mettre de pression. Ouais, ce serait cool, j'avoue que ce serait un très bon point, je serais très content. Et comme vous me l'avez fait remarquer, bah voilà, faut pas que j'hésite à vous dire de mettre un petit pouce bleu, puisque là, si vous avez oublié, c'est que vous avez kiffé. Petit pouce bleu, histoire qu'on fasse péter un peu ce compteur. On essaye de dépasser les 1000, comme vous faites d'habitude, donc voilà, on n'hésite pas. Si vous faisiez à manger la petite cuisine, on met un petit peu pause et on met le pouce bleu. Allez, aujourd'hui, on a 6 raids, dont un qui est déjà passé, et puis là, bah moi je vais vous raconter directement le second. Chris et Emma viennent tout juste de déménager dans leur première maison ensemble. Une petite maison en bordure de ville, à côté d'un vieux cimetière. C'est un peu à l'écart, mais ça les dérange pas. D'un côté, ça coûte moins cher que ce qu'ils auraient pu trouver en centre-ville, et de l'autre, ça leur donne un peu de tranquillité. Le jour du déménagement, ils sont excités comme des gamins. Les cartons s'empilent, le chien de Chris court partout en aboyant, et même si la maison est un peu vieille, ils s'imaginent déjà y passer des années. C'est chez eux, ça pouvait pas être mieux. Bon, il faut qu'on installe la télé d'abord, c'est la priorité. C'est ce que dit Chris en rigolant en entrant dans le salon avec un carton sous le bras. Emma sourit, bien qu'un peu fatiguée de tout ce qu'il reste à faire, ils ont du pain sur la planche. Mais bon, ils s'en fichent, c'est leur maison maintenant, pas question de s'inquiéter pour des détails. Le premier truc étrange se passe 3 jours plus tard. Chris doit partir pour le boulot et se met à fouiller partout dans la maison. Il cherche ses clés, mais impossible de mettre la main dessus. Emma le rejoint rapidement et retourne tous les tiroirs, les sacs, fouille sous les coussins du canapé, mais rien. T'es sûr de pas les avoir laissés sur le comptoir ? Demande Emma, déjà un peu exaspérée. Chris secoue la tête. Non, je les ai rangés dans ma poche hier soir. Il se frotte le visage, agacé. Et là, alors qu'il s'apprête à abandonner, Chris les retrouve sur le plan de travail de la cuisine, en plein milieu, comme si elles étaient apparues là, juste sous leurs yeux. Je les ai même pas posées là. Il fronce les sourcils, un peu inquiet. Emma le regarde et hausse les épaules. Ouais, c'est bizarre, mais bon, on doit être encore un peu fatigué. Ils essayent de pas y penser, mais la sensation d'inconfort reste. 2 jours plus tard, Emma remarque des traces sur le mur du couloir. Elles sont fines, presque invisibles, mais elles ressemblent clairement à des petites empreintes de mains sales. Chris, t'as vu ça ? Non, j'ai rien vu. T'es sûr que c'est pas toi qui as touché le mur ? Il semble plus inquiet de la façon dont elle le fixe que du problème lui-même. Emma essaye de les nettoyer, mais malgré tous ses efforts, les empreintes réapparaissent chaque matin, juste au même endroit. Ça commence à lui filer les frissons. Y a pas de logique à ça. Personne dans la maison n'a de main aussi petite et Chris, comme elle, n'est pas du genre à toucher les murs H24. Alors, qui d'autre ? Un soir, après un dîner tranquille, il se pose sur le canapé pour regarder un film. L'atmosphère est calme, détendue, mais tout à coup, la télé se coupe toute seule. L'écran devient noir, puis un bruit de parasite envahit le silence. Ok, là c'est bizarre, murmure Chris. Il attrape la télécommande et appuie plusieurs fois sur les boutons. Mais l'écran reste figé. Une fraction de seconde plus tard, il clignote et se remet en marche normalement, comme si rien ne s'était passé. T'as appuyé sur un bouton sans faire exprès ? Chris secoue la tête. Non, je te jure, j'étais juste assis là, j'ai rien touché. Ils échangent un regard. Emma essaye de minimiser, mais quelque chose dans son estomac lui dit que c'est pas juste un glitch de télé. C'est étrange, voire même très étrange. Vers 1h du matin, Emma se réveille en sursaut. Elle jette un coup d'œil à l'horloge. 1h22. Elle entend quelque chose, un bruit, des chuchotements ou des murmures. Elle n'est pas certaine, son cœur bat un peu plus fort. Elle se redresse et tend l'oreille, mais tout est calme à présent. Elle regarde Chris qui dort profondément à côté d'elle. Elle se couche à nouveau, mais ses pensées restent figées sur les murmures. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans la maison.
Elle n'arrive pas à expliquer la sensation, mais elle a l'impression que ça vient des murs, que ça vient de toute la vieille maison. Le lendemain matin, elle en parle à Chris. « J'ai entendu des trucs dans la nuit. »« Des trucs ?» répète Chris avec un petit sourire moqueur. « Ouais, des murmures, comme des voix, mais super basses. » Et le chien était tout tendu aussi. Bon, Chris il est pas convaincu. « Ah, t'as sûrement rêvé de ça, Emma. C'est une vieille baraque, hein. Les bruits, c'est normal. » Les jours passent, mais les phénomènes ne cessent pas. L'ampoule de la cuisine clignote de manière erratique tous les soirs, comme si elle voulait rendre l'âme. Chris a changé l'ampoule, et le résultat est le même, alors que l'ampoule est neuve. Le chien devient de plus en plus nerveux et se met à grogner, après des coins vides dans la maison. Et les parquets craquent presque chaque nuit, comme si quelqu'un y marchait, là, juste à côté. Mais Chris et Emma sont toujours seuls dans la maison. Ok, là j'avoue, c'est trop bizarre. Emma s'arrête dans le salon, un soir, fixant le plafond. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demande Chris, ne levant même pas les yeux de son téléphone. Les fenêtres, elles bougent, elles se ferment toutes seules. Non, alors là, tu te fais des films. C'est sûrement l'air qui fait ça. T'as vu la taille de cette maison ? Mais Emma, elle est pas convaincue. Le vent, l'air, tout ça, bon, ça justifie pas les vibrations. Elle en parle à Chris à nouveau. Tu sais quoi ? Va falloir qu'on parle aux voisins. Il frappe à la maison de la porte d'en face, une vieille dame plutôt gentille. Elle les regarde un instant avec un petit sourire désolé. « Ah, vous êtes dans la maison là-bas ? Ouais, on dit qu'elle est spéciale. » Spéciale ? C'est-à-dire ? Ben, les anciens propriétaires en parlaient souvent. Ils disaient qu'il y avait des trucs bizarres, des bruits la nuit, des petites choses qui disparaissent. Mais vous verrez, ça finit par s'arrêter. Sur le chemin du retour, Chris et Emma échangent un regard. « Est-ce qu'on a bien fait d'acheter cette maison ? » demande Chris. « De toute façon, c'est chez nous. Si ça doit durer au moins, on aura des histoires à raconter. » Emma, elle essaye de sourire, mais elle est pas complètement sereine. Le lendemain, une cuillère tombe du plan de travail, mais elle tombe pas comme d'habitude, genre. Elle se déplace littéralement d'un coup sec, comme poussée par une main invisible. Ça suffit ces conneries, on va déménager. Cette phrase, c'était sur le coup de l'énervement. Mais non, ils ne vont pas déménager. Ils savent pas si ça se calmera, en tout cas la maison leur plaît, mais il y a quelque chose dedans qui les surveille. Ça peut paraître absurde, mais c'est une sensation qu'ils n'arrivent pas à ignorer. C'est comme si la maison avait une vie propre. Ils s'y font, c'est bizarre, mais c'est leur maison. Et pour l'instant, au moment où ils écrivent l'histoire, ils vont devoir faire avec. C'est comme ça que se termine cette petite histoire paranormale. Voilà, rien d'exceptionnel non plus. Enfin, bon, c'est quand même chelou, j'avoue, j'ai pas envie de... Quoique je dis ça, mais chez moi, il se passe des trucs chelous aussi. Des fois, t'as des bruits, t'es en mode... Pourquoi ? Il y a tout le monde ici, hein. Enfin, il y a tout le monde là, il y a le chien là-bas, tu te dis, mais... Allô ? Il y a des trucs qui tombent, t'es en mode... Bon, la gravité, hein, forcément aussi, hein, bien évidemment. Mais des fois, tu dis, c'est chelou. Donc, je peux comprendre que c'est un peu bizarre. Bon, après, j'ai pas de cuillères qui font... comme ça. Heureusement, encore heureux, je sais pas vous, mais j'espère pas pour vous, clairement. En tout cas, très bon thread, on passe au prochain. Bon, faut que je vous parle d'un truc qui est arrivé à Phoebe. Ça fait des mois qu'elle se dit qu'elle doit la raconter, mais là, il est 4h30 du matin, et elle est en galère, dans son lit, impossible de dormir. Elle a encore ce sentiment chelou que quelqu'un pourrait être planqué quelque part dans son appart. Alors elle s'est dit, vas-y, je le raconte. Phoebe, c'est une meuf qui bosse comme barmaid, elle a l'habitude des relous, elle sait se défendre et elle a du caractère. Mais ce soir-là, elle a vécu une soirée bien hardcore. Il y a un mec au bar qui l'a harcelé, genre vraiment. Il a fini par se faire sortir manu militari, heureusement. Et même après ça, Phoebe a voulu tenir bon. Elle a appelé son père, ils ont discuté et ils sont tombés d'accord. Tant qu'elle se sentait en sécurité, qu'elle tenait le coup mentalement, elle pouvait finir son service. Donc elle l'a fait, elle a géré. Son copain, pendant ce temps, il l'attendait dans leur appart au rez-de-chaussée. Malgré sa journée de taf, il savait qu'elle était secouée et il voulait être là pour elle. Une fois rentrés, ils sont tous les deux dans leur lit, mais à l'envers, tête aux pieds. La télé est encore allumée, mais il n'y a rien qui tourne, juste l'écran d'accueil, genre les icônes, Netflix, Hulu, HBO et compagnie. Lui, il a la main posée sur le dos de Phoebe et il commence à s'endormir. Elle l'entend à sa respiration, c'est sûr. Phoebe, elle est là, sur son téléphone, elle scrolle tranquillement, essaye de décompresser après cette soirée bien naze. Et là, elle entend un truc. Un petit mot, à peine, un souffle. Allô ? Elle se fiche direct, genre le temps s'étire. Elle sent chaque milliseconde passer comme si c'était une heure. Elle regarde la télé, son copain, son tel, elle se dit « Bon, j'ai halluciné, je suis trop crevé, j'ai dû rêver réveillé. » Mais non, le truc se répète et cette fois c'est limpide. Encore un « Allô ?» Mais c'est pas un cri, hein, c'est doux, calme, comme si quelqu'un essayait de vérifier si elle dormait. Et là, son cerveau fait tilt. Elle voit une silhouette dans le couloir et elle capte que c'est pas une hallucination. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui n'a rien à foutre là. Elle oubliera jamais cette sensation, ce glaçon qui descend dans le dos. Il est 4h du matin quand le mec entre. Là, maintenant, pendant qu'elle raconte, il est 4h44. Depuis ce jour-là, elle dort plus pareil. Elle peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle a réussi à s'endormir avant 4h. Et même quand c'est le cas, elle se réveille à 3h, comme une alarme dans sa tête pour vérifier les portes, les fenêtres, tout. Bref, dans ce moment de panique, elle hurle, elle crie de toutes ses forces. Son copain se réveille d'un coup, il pige rien, il crie aussi, panique totale. Il ouvre la porte de la chambre et là le mec est encore là, debout, dans le noir, à les regarder. Ils comprennent pas ce qu'il fout là, ce qu'il veut, rien. Son mec, il le pousse, lui dit de se dégager, genre en mode réflexe. Et là l'autre gars, hyper calme, genre sans aucune émotion, il dit « Ok, je m'en vais ». Mais il se dirige pas vers la porte d'entrée, non, il va vers la baie vitrée, celle qui donne sur un patio fermé. Et il se barre, tout doucement, tout silencieusement, il saute la clôture d'1,20 m et disparaît. Sur le moment, ils appellent pas les flics, Phoebe en panique totale. Elle comprend plus rien, elle s'auto-convainc que le mec s'est planté d'appart. Mais en parlant autour d'elle, les gens commencent à lui dire que non, pas normal du tout. Et c'est là qu'elle commence à se dire qu'il y avait peut-être autre chose derrière, un truc beaucoup plus malsain. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors moi, je me suis demandé si c'était pas le gars du bar, mais apparemment non, parce qu'elle a pas l'air de l'avoir reconnu. Donc je sais pas. Peut-être c'était le gars du bar, hein. Peut-être qu'elle était crevée, je sais pas. Peut-être que dans la silhouette, dans le noir, elle l'a pas bien vu. Parce que clairement, ça pourrait être le gars. Hein, on est d'accord. Trop chelou. Salut, 4h du mat, tu te lèves, tu vois un mec. C'est quoi cette merde? Sachant que, bon, bref, je vais raconter sa vie encore, ça y est, épisode Delcor. Moi, des fois, pour aller à ma chambre, des fois, il y a l'autre chambre, et des fois, il y a un manteau sur un truc. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Voilà, je vous le dis, des fois, hop, t'es là, tu passes, il y a quelqu'un. Non, c'est juste une silhouette, un truc, t'as l'impression. Pareil, Idoli, mais non, il y a personne. Mais oui, effectivement, un peu chelou. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'il raconte ça, bref, n'importe quoi. Allez, prochain thread. Alors pour ce thread d'horreur, c'est l'histoire d'une abonnée. Coucou Delcor, j'espère que tu vas bien. En tout cas, j'adore tes vidéos. Continue, tu gères de fou. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. L'histoire qu'elle nous partage s'est passée la semaine dernière, enfin en tout cas quand elle me l'a partagée. Maintenant, ça fait sûrement un peu plus. Samantha, elle a 15 ans, mais elle fait beaucoup vieille que son âge. Ça va servir pour la suite. Tous les jours, elle fait du 9h-18h au lycée et là c'est l'hiver, donc le soleil se couche super tôt. Elle rentre tous les soirs à pied et en transport, ça lui prend environ 30 à 40 minutes. Mais ça la dérange pas trop parce qu'elle rentre toujours avec un pote. Sauf qu'un jour, son pote est malade, donc elle doit rentrer seule. Bon, c'est pas la fin du monde, ça lui arrive de temps en temps. Mais ce jour-là, elle sait pas pourquoi, elle a un mauvais pressentiment. En plus, son téléphone est à plat. Bref, elle commence à rentrer à pied, puis elle prend le métro. Elle s'assoit sur le quai pour attendre son train, et de l'autre côté de la station, elle voit un mec d'une vingtaine d'années qui la fixe. Elle se dit que bon, il y a plein de gens bizarres dans le métro, et elle essaye de pas y penser. Elle baisse les yeux pour regarder son téléphone, et quand elle relève la tête, le mec a disparu. Elle se dit qu'il a dû prendre son train, et elle est rassurée. Quelques minutes plus tard, son métro arrive, elle monte dedans, au bout de 3 minutes, elle sent un regard sur elle. Elle lève les yeux, et là, c'est le même gars. Elle essaye de se rassurer, en se disant qu'il s'est peut-être trompé de train. Mais là, le type s'approche d'elle et lui demande son numéro de téléphone. Samantha lui répond calmement mais fermement « Non ». Ça n'a pas l'air de lui plaire, elle voit qu'il est énervé, mais il retourne s'asseoir. Quand elle arrive à sa station, elle descend et continue à pied. Sauf que le mec la suit. Là, elle commence à paniquer, surtout qu'elle peut appeler personne. Je vous rappelle que son téléphone est mort. Par réflexe, elle se met à courir le plus vite possible. Elle regarde même pas derrière elle, mais elle entend ses pas qui la poursuivent. Elle lâche son sac à dos pour courir plus vite et réussit à prendre un peu de distance. Tout à coup, elle entend un cri énorme derrière elle. Le mec est carrément en rage. Elle continue à courir comme une folle et finit par arriver chez elle. Elle frappe à la porte comme une dingue et sa sœur lui ouvre. Elle appelle direct sa mère qui n'est pas encore rentrée. Sa mère arrive 15 minutes plus tard et lui dit qu'elle a vu quelqu'un dans le jardin. Samantha appelle la police qui débarque 10 minutes après. Mais le mec a disparu. Depuis, elle et sa famille ont déménagé en ville pour plus de sécurité. En tout cas, c'était son histoire. Elle espère que ça va me plaire. Et si on l'a raconté, c'est que forcément, ça m'a plu. Elle nous dit des gros bisous à toi et à ta famille. Et bah, je te remercie. On te fait également des bisous à toi et ta famille. Et on te remercie encore une fois de nous avoir partagé ton histoire. Voilà, c'est simple. Comment tu veux partager une histoire si tu es un abonné ou une abonnée? Tu m'envoies un message sur delcorstory@gmail.com. Et tu passeras peut-être dans une vidéo sur la chaîne. Voilà, c'est pas obligatoire, ne croyez pas que ce sera obligatoire. D'ailleurs, j'en passe, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. Mais la dernière fois, vous m'avez fait
pas le reproche, mais la remarque que effectivement il y avait la dernière fois une histoire d'abonné qui ressemblait fortement à une vidéo qui était passée chez Magla apparemment. Sauf que moi j'en sais rien, je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde dans le YouTube Game, c'est impossible. Même si tu voulais, c'est pas possible. Et voilà, malheureusement si j'ai des abonnés qui partagent sur plusieurs trucs, je peux pas le savoir. Hein. Comme je vous dis, de ma fête. Et en plus apparemment cette histoire c'est un peu une sorte de creepypasta si je puis dire, dans le sens où c'est comme le chien sous le lit, la personne met sa main et elle sent que le chien il lèche, mais en fait à la fin c'est pas le chien qui lèche, c'est quelqu'un. Voilà, c'est une histoire qui revient souvent. J'avais pas fait le rapprochement, c'est vrai que ce scénario, il revient assez souvent. Donc voilà, je suis pas derrière vous pour voir si vous m'envoyez tout le temps des histoires inventées, hein, parce que je sais qu'il y en a, ils essayent de faire passer des histoires inventées. Ça passe pas, je les prends pas. Hein. Mais là, clairement, j'avais pas fait le rapprochement. Donc voilà, elle est passée. À moins que l'abonné ait également vécu cette histoire, hein, que ça soit la même, plus ou moins, mais c'est vrai que cette histoire revient plus ou moins souvent. Donc voilà, c'est pas une fierté en soi de passer dans ma vidéo. Je veux dire, si vous avez une histoire à raconter et que voilà, tant mieux d'un côté non. Et d'un côté, voilà, justement, si vous n'avez pas d'histoire à raconter, c'est tant mieux, vous n'avez pas vécu de thread d'horreur, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Si votre vie va bien, c'est bien, bravo. Allez, prochaine histoire. Quand cette histoire est écrite, elle date de ce matin, et c'est celle de Manon. Elle a 30 ans, elle est allée à la salle de sport vers 5h30 du matin. La salle est ouverte 24h sur 24 et du coup, il y a toujours un agent de sécurité à la réception qui se trouve au milieu d'un grand hall d'entrée assez vide. Derrière le bureau de sécurité, il y a la rangée d'ascenseurs. La salle de sport est au 4e étage et Manon ne sait pas ce qu'il y a aux autres étages, au-dessus ou en dessous. Bon, elle se dit que c'est sûrement des bureaux. Elle entre dans la rue, il fait encore sombre dehors, prête à s'entraîner. Elle est encore bien somnolente. Elle remarque que l'agent de sécurité est quelqu'un qu'elle n'a jamais vu auparavant. Il lui sourit en guise de bonjour derrière son ordinateur de sécurité et Manon se sent immédiatement bizarre. Rien d'extraordinaire ne se passe, mais elle a ses frissons étranges et elle se dit « Je sais pas, j'aime pas ce type ». Avant qu'elle puisse lui accorder le bénéfice du doute, il se lève et sort de derrière le bureau pour attendre avec elle près des ascenseurs, ce qu'elle trouve bizarre. Il n'est pas obligé de rester au poste de sécurité normalement ? Pourquoi il irait à un autre étage? Mais qui sait, elle ne sait pas ce qu'il fait comme agent de sécurité. Cela dit, elle n'a toujours pas envie de prendre l'ascenseur avec lui. Quelque chose lui dit juste de ne pas bouger. Lorsque l'ascenseur arrive, il lui fait un geste qui ressemble à « après toi » et il lui fait signe de monter. Manon fait semblant d'appeler et sourit d'une manière qui dit « Oups, on dirait que je peux pas prendre l'ascenseur, tout est à toi ». Et là, ça dégénère et Manon a besoin de l'avis des gens. Elle reste là encore 7 minutes. Elle sait que c'était à peu près aussi long parce qu'elle écoute 2 chansons dans ses écouteurs. Puis elle appuie sur le bouton de l'ascenseur et il sonne immédiatement, comme s'il était déjà à l'étage. Comme prévu, la porte s'ouvre et elle s'y dirige. Le type est toujours dans l'ascenseur, il n'a jamais quitté l'étage, il n'est jamais monté. Il est resté debout dans l'ascenseur pendant tout ce temps. Est-ce qu'il l'attendait? Puis, le truc le plus flippant. Il lui sourit comme pour dire « Bah alors, tu vas pas monter ?» Manon fait 3 pas en arrière, il peut voir qu'elle est vraiment surprise. Comme une idiote, elle prend un autre faux appel téléphonique, puis elle décide de prendre les escaliers jusqu'au bout. Pendant qu'elle s'entraîne, elle est moins somnolente et elle pense toujours à cette interaction. Et c'est de plus en plus bizarre à mesure qu'elle s'en souvient. Manon se demande si elle a réagi de manière excessive en paniquant. Elle avait juste ce sentiment horrible et elle l'a toujours, même si c'était il y a environ 6 heures. Non, je pense que clairement c'était bizarre. Déjà le mec, moi je me dis un truc. Pour moi, ma théorie c'est que l'agent de sécurité le vrai, il est parti en pause ou quoi, bon ça arrive. Et clairement il y a un mec qui a pris sa place en tant qu'agent de sécurité et il voulait pécho quelqu'un comme ça. Il est arrivé, le mec il a pas bougé de l'ascenseur. Enfin, je veux dire si jamais c'était un vrai agent de sécurité, imaginons, je sais pas, il fait son boulot, bref un peu chelou, je sais pas, et il serait monté. Mais non, il est resté pendant 7 minutes. 7 minutes, il a pas bougé l'ascenseur. Trop bizarre. Vraiment, où l'agent de sécurité, c'est le pire agent de sécurité que j'ai jamais vu de ma vie. J'en ai vu des agents de sécurité nuls. Mais là, c'est quand même un beau gars, quoi. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez un gros pouce bleu et un abonnement si vous avez oublié. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.